C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, les résultats du CEP session de juin 2022 sont connus. Taux de réussite au plan national, 81,90%. Le département du Borgou occupe la première place et le Koufou ferme la marche. Des recyclages des administrations concernées sont organisés à travers le pays pour la maîtrise de la gestion budgétaire en mode programme. Suivez dans ce journal l'étape de Cotonou. Et puis, après 18 mois de mise en œuvre, le partenariat mondial pour l'éducation contre la COVID-19 dans le secteur de l'éducation se referme. Les acteurs repartent satisfaits de l'aboutissement du projet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. 81,90%, c'est le taux de réussite de l'examen du CEP session de juin 2022. Le département du Borgou occupe la première place avec 87,45%, tandis que le Koufou ferme la marche avec 53,4%. On écoute Victor Adorinzin, le directeur des examens et concours, au micro de Brice Rumbo et Nathalie Doris au Labi. Après délibération, les résultats se présentent comme suit. Nous avons en première position le département du Borgou. Taux de réussite 87,45%. En deuxième position, nous avons le plateau. Taux de réussite 87,42%. En troisième position, nous avons la Tonga. Taux de réussite 86,06%. Quatrième position, nous avons l'Ouémé. Taux de réussite 85,98%. En cinquième position, nous avons l'Atlantique. Taux de réussite 84,45%. Littoral en sixième position. Taux de réussite 84,14%. Huitième position, le département du Zou. Taux de réussite 82,93%. Neuvième position, nous avons l'Atakora. Taux de réussite 78,93%. Dixième, l'Alibori. Le taux de réussite s'élève à 74,39%. Onzième, Mono. Le taux de réussite s'élève à 70,57%. Enfin, douzième, c'est le Koufou. Taux de réussite 53,04%. Au niveau national, nous avons un taux de réussite 81,90%. Comparativement à l'année dernière, où le taux était de 82,62%, nous constatons une chute de 0,72%. Et je tiens à préciser que ce résultat-là ne concerne que les candidats classiques. Les candidats à besoins spécifiques, leurs résultats sont délibérés après. Cotonou abrite le 7e congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français AUCAF. Au terme de la cérémonie officielle d'ouverture des travaux, les participants ont été reçus au cabinet de la vice-présidente de la République. Suivez quelques impressions recueillies par Ricardo Loïc Pécou et Brice Chibozo. On a remercié les autorités béninoises et le président de la République de la qualité de l'accueil ici au Bénin. Madame la présidente nous a passé le message du président de la République de soutien aux activités de l'association, de ce réseau extrêmement important des cours de la francophonie du monde entier. Et je dois dire qu'elle nous a dit combien le sujet de la motivation des décisions l'intéressait beaucoup. C'est une fierté. À l'instar des autres pays, la Côte d'Ivoire Sud-Nord, de participer à une réunion de telle envergure parce que nous avons partagé beaucoup de choses depuis ce matin et nous l'avons confirmé devant la vice-présidente et forcément que l'Afrique est en marche. C'est un honneur pour notre pays, c'est la reconnaissance de tout ce qui se fait comme effort sur les chemins escarpés de l'intégration juridique et judiciaire. La vice-présidente de la République a voulu, au nom du président de la République, qui avait eu l'intention de recevoir les chefs de cour de l'espace Ouada, a rencontré ces derniers, séance au cours de laquelle il a été question de parler de la justice africaine.
africaine francophone. Que veulent les peuples africains francophones? Ils veulent une justice crédible, une justice indépendante, une justice qui soit au service ou facteur de développement. Donc nous avons échangé sur ce qui revient au pouvoir exécutif, au pouvoir politique, et ce qui revient également à nous autres qui sommes des acteurs, des praticiens du droit, les magistrats. Un peu plus tôt, comme je vous le disais, ces participants étaient à la cérémonie officielle d'ouverture des travaux du 7e congrès de l'AJUCAF. Au cœur des réflexions, l'amélioration de l'adhésion des justiciables aux décisions judiciaires. Ola Rodrigue Babagbeto et Bruno Hotekpo. C'est la deuxième fois en moins de 10 ans que le Bénin abrite cette rencontre internationale. Pour ce 7e congrès de l'AJUCAF, le symbole choisi est le trône du roi Guézo. Un choix loin d'être anodin. Le trône du roi Guézo. Pourquoi? Parce que ce siège historique, qui symbolise le Bénin bien entendu, symbolise le sage, assis, qui sait écouter tranquillement avant de décider sereinement. Savoir écouter, savoir décider, c'est le travail du juge, selon la célèbre formule du premier président Pierre Drey. Assis dans cette salle du Palais des Congrès, ces hauts magistrats et praticiens du droit de l'espace francophone mondial vont écouter des communications avant de décider sur une problématique de grand intérêt aujourd'hui, celle de dire le droit et être compris. Les hautes juridictions de cassation, appelées à faire autorité, se doivent de nourrir et de vivifier l'état de droit en garantissant la nécessaire confiance du citoyen en sa justice. Le thème du congrès de Cotonou, la motivation des décisions des cours suprêmes judiciaires, dire le droit et être compris, est en cela heureux. Il est heureux parce qu'il se suffit à lui tout seul pour évoquer la problématique dont il est porteur. Il est heureux parce qu'il répond à une exigence démocratique, à une exigence de l'état de droit. Dire le droit et en motiver la décision sont tellement importants, tellement délicats qu'ils nécessitent une intelligence et des aptitudes supérieures. Ce qui est attendu de vous à cette rencontre de Cotonou ou même au-delà, grâce à l'open data et aux autres stratégies de diffusion et de partage de l'information, c'est la mutualisation de vos expertises respectives, de vos pratiques, vos traditions juridiques en matière de rédaction, de motivation des décisions des hautes juridictions de cassation pour davantage de sécurité juridique et judiciaire dans les pays ayant en partage l'usage du français. Ces assises de l'Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage la langue française se veulent des échanges de maturité d'une association créée depuis 2001. Contre vents et marées, notre AJUCAF n'a pas fléchi. Au récurrent défi de promouvoir la francophonie et notre culture juridique, il faut admettre que le droit dit par nos cours est en permanente concurrence avec d'autres écoles de droit, ainsi qu'avec certains modes alternatifs de règlement des conflits. L'avenir même de la justice rendue par nos cours est mis en question par la notion de justice prédictive proposée par certains. D'où la nécessité pressante d'agir ensemble pour que le droit ne cesse d'être dit par nos juridictions et toujours dans le cadre des valeurs que nous partageons ensemble dans l'espace francophone. L'intelligibilité des dites décisions. Les travaux sont prévus pour prendre fin ce 1er juillet. L'un des objectifs de l'AJUCAF est le renforcement et la consolidation de l'état de droit et de la démocratie dans tout l'espace francophone pour l'avènement d'un monde de paix, d'égalité, de justice et de développement humain durable. Plusieurs nouveaux ambassadeurs font leur entrée au sein du corps diplomatique accrédité au Bénin. Avec les copies figurées de leurs lettres de créance, ils étaient au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Marcela Rossi et Jules Akoikou. Kwansel et Dangti Toua sont respectivement les deux nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République socialiste du Vietnam et du Royaume d'Espagne, accrédités au Bénin. Le premier entend faire de son mieux pour diversifier les points de coopération et la seconde veut mettre un accent fort sur le secteur de l'agriculture.
Je suis venu avec les compromis de faire de mon mieux pour relancer et pour diversifier les relations entre l'Espagne et le Bénin et de les rendre plus ambitieuses. Et ça touche, disons, tous les domaines. Je parlais avec monsieur le ministre qu'il fallait d'abord peut-être renforcer les cadres juridiques des accords qui unissent les deux pays. Et on a décidé de travailler là-dessus. Et comme base pour mettre les relations en marche dans beaucoup d'autres domaines. Nous avons beaucoup de similitudes entre nos deux pays, surtout que nous sommes des pays agricoles et nous avons des points forts dans ce domaine et que nous pouvons échanger, nous pouvons partager des expériences ainsi que la technologie, la technique dans ce domaine. Dans ma mission ici, je voudrais concentrer sur l'agriculture. L'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République socialiste du Vietnam à résidence à Rabat au Maroc et celui du Royaume d'Espagne à Abuja au Nigeria. Avant ces deux nouveaux ambassadeurs, 7 autres étaient au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération avec leurs documents officiels d'accréditation. Génial Afoula Monsi Agboka, Marlène Kassa et Bernard Diobé. Journée chargée au ministère des Affaires étrangères et de la coopération ce 29 juin. Aurélien Agbenonsi reçoit les copies figurées des lettres de créance de 5 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Nous avons parlé des relations exemplaires entre la Mauritanie et le Bénin. Et nous avons également discuté de ces relations à travers l'histoire et le présent. Notre souci est de les développer. Monsieur le ministre est tout à fait disposé à donner les instructions nécessaires et adéquates pour concrétiser une coopération à la hauteur de l'ambition des deux présidents, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et du président Talon. Je suis vraiment ravie d'être ici. J'ai envie de commencer mon travail avec le ministre et ses collègues afin d'augmenter la collaboration entre nos deux pays. Par exemple, dans l'investissement, je suis ici cette semaine avec mes collègues de l'Agence du Royaume-Uni pour l'export-crédit et nous souhaitons soutenir des investissements dans les infrastructures, la santé, l'eau. Il y a beaucoup d'opportunités. Le ballet diplomatique se poursuit avec Maxwell Ranga de la République du Zimbabwe. Il sera suivi de son homologue de la Bulgarie. Nous avons discuté toutes les sphères de coopération d'intérêt mutuel, y compris les relations commerciales et les liens économiques, mais bien sûr l'éducation et l'échange des étudiants. Et c'est avec l'ambassadeur plénipotentiaire de la Gambie que prend fin cette séance d'échange diplomatique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. La gestion budgétaire en mode programme est une innovation en matière de gouvernance budgétaire. Pour la maîtrise de cet outil, des recyclages des administrations dédiées s'organisent à travers le pays. L'étape de Cotonou, c'est avec Lunaïk Agwazaou et Yves Agolopessi. Pouvoir élaborer et exécuter le budget en mode programme, c'est la finalité de cette formation dédiée aux acteurs de la chaîne budgétaire. Il est question pour eux de se familiariser avec l'esprit de cette réforme. Notre pays a basculé définitivement à la gestion budgétaire en mode programme depuis le 1er janvier 2022. C'est dans ce contexte qu'ont été initiées les présentes sessions de formation afin de permettre à l'administration béninoise l'appropriation totale de toutes les composantes de la réforme ainsi que des éléments de conduite du changement dans le programme de formation, lequel aura été adapté au plus près des procédures de gestion et de l'organisation mises en place pour être plus apte à relever les défis de ce basculement.
En mettant en œuvre le budget en mode programme qui succède à celui dit de moyens, le Bénin, à l'instar des autres pays membres, se conforme aux nouvelles dispositions de l'UEMOA. La présente session de formation se tient grâce à l'accompagnement financier du projet réforme de la GIZ. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une coopération très fructueuse entre le projet réforme et les différentes structures du MEF qui visent globalement le renforcement et l'amélioration des systèmes budgétaires pour une gestion plus alignée sur les principes de la bonne gouvernance financière. Le budget en mode programme est élaboré à partir des politiques publiques et décomposé en programmes. Il répond à une logique de gestion axée sur les résultats et vise deux objectifs, à savoir l'amélioration de l'efficacité de l'action publique pour le bénéfice de tous et l'instauration d'une véritable transparence dans la gestion publique en rendant plus lisibles les documents budgétaires à la fois pour le Parlement et pour le citoyen. La communauté universitaire accueille le réseau béninois d'éducation et de recherche. Son objectif, faciliter l'accès à des ressources pédagogiques et numériques de qualité aux étudiants et aux enseignants. Pour son lancement, deux ministres étaient présents, la ministre du numérique et celle de l'enseignement supérieur, Génia Lafouda Moussi Agbouka et Edmond Rumbo. Enfin, nous y sommes. Et c'est un ouf de soulagement pour tout le monde. Herbert, le réseau béninois d'éducation et de recherche, désormais opérationnel sur le campus d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'un outil de travail créé au profit de la communauté universitaire. Le réseau béninois d'éducation et de recherche interconnecte 10 centres universitaires, dont 5 appartenant à l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agit notamment du campus de l'IMSP à Dango, du campus de l'ENS à Porto-Novo, du campus de la FSS à Cotonou, du campus de l'ENEAM à Cotonou et enfin du campus d'Abomey-Calavi. Herbert est le fruit d'une énième collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur et celui du numérique. Voilà, nous y sommes, promesse tenue. Promesse du gouvernement, sous l'impulsion de son chef, le président Patrice Talon, d'offrir à la communauté estudiantine, mais aussi la communauté des enseignants, du personnel administratif de notre grande université, un dispositif complet, non seulement de connectivité, mais de communication. Le projet Herbert permettra à plus de 100 000 étudiants d'avoir accès à l'Internet, à la documentation, aux cours en ligne et au savoir en général, dans les mêmes conditions que leurs camarades des universités d'Europe, d'Amérique, d'Asie. Herbert va permettre l'interconnexion des universités publiques et privées pour la mutualisation des ressources éducatives au plan national, sous-régional et international. Production d'ananas biologiques sur prescription de l'Union européenne. Le Bénin utilise depuis novembre dernier le charbon actif enrichi à l'éthylène, une recette adoptée et expérimentée qui fait école. En visite au Bénin, une délégation togolaise est venue s'imprégner de cette technologie. Le Naïk Agbazaou et Ramatoulawani. Des producteurs agricoles togolais dans les champs d'ananas d'Alada. Ils font cette immersion afin d'avoir les clés du succès béninois en matière d'utilisation du charbon actif enrichi à l'éthylène pour ce qui est de l'induction florale de l'ananas biologique. Une exigence de l'Union européenne que le Bénin respecte, ayant réussi à domestiquer la technologie. Une condition sine qua non pour l'exportation. Depuis novembre 2021, les producteurs d'ananas biologique du Bénin n'utilisent plus le carbure de calcium, ils utilisent exclusivement le charbon actif produit au Bénin et c'est ce qui a fait recours auprès de nos amis togolais qui ont voulu venir ici au Bénin apprendre de nous. La technologie a pu être expérimentée et généralisée grâce au partenariat avec la société Biophyto qui a été appuyée par le gouvernement béninois. Ces techniciens ont bénéficié de plusieurs voyages d'études dans les pays de la sous-région. C'est les plantes locales que nous avons utilisées pour mettre en place cette technologie. Donc c'est de la ressource locale valorisée pour la population locale. Et nous les producteurs aujourd'hui, on l'a à un prix subventionné. Je peux dire que l'objectif est atteint à 80% par rapport à la mission.
et tel que vous-même vous le constatez. Maintenant, il nous reste encore des étapes à franchir et ces étapes, c'est de maintenir le cap dans la collaboration. Grâce à ce partenariat, les entrepreneurs agricoles togolais opérant dans la filière ananas vont pouvoir entrer dans une dynamique de production bio afin de pouvoir exporter, comme le Bénin, vers l'Union européenne. La CEPEC, coopérative de promotion d'épargne et du crédit, est en pleine reddition de comptes. C'est à l'occasion de la 23e Assemblée générale de la structure. Quel est son état de santé au regard de son bilan? Réponse avec Cécile Gounadon, Donatien Falola et Alessandra Diotan. Cette 23e Assemblée générale annuelle de la CEPEC vise à faire le bilan des activités pour le compte de l'exercice 2020-2021. Et pour l'exercice 2021, nombre de membres bénéficiaires au niveau de la CEPEC, il y a un accroissement. Nous sommes aujourd'hui à près de 119 000 membres où un groupement est considéré comme un seul membre. Le nombre de déposants aussi a connu un accroissement. Le montant des dépôts, c'est aussi une tendance à la hausse. L'institution de microfinance contribue à l'amélioration du niveau de vie des populations à faible revenu en leur offrant des produits financiers et non financiers adaptés. 2 nouveaux produits ont d'ailleurs vu le jour durant l'année écoulée. L'acquisition, n'est-ce pas, donc d'un nouveau logiciel pour davantage la fiabilité, n'est-ce pas, donc de données et la production instantanée, n'est-ce pas, donc des chiffres. Aujourd'hui, pour nos clients, l'approche donc de tontine mobile à travers donc les terminaux de paiement électronique. Aujourd'hui, il y a innovation. Lorsque vous êtes notre membre, vous faites tontine chez nous, vous cotisez au titre de l'exercice 2021, les parts sociales, nous allons les ristourner au taux donc de 6%. Tous ceux qui ont des dépôts chez nous, donc il faut, par rapport à la lutte contre le blanchiment des capitaux, viendront pour remplir les fiches requises, les stratégies pour l'assainissement de notre portefeuille, stratégie pour accroître la mobilisation donc des dépôts, prospecter davantage, et je crois qu'on a eu beaucoup de propositions à travers donc les membres. La CEPEC, coopérative pour la promotion de l'épargne et du crédit, se veut une institution de confiance. Elle intervient dans plusieurs domaines et s'apprête à offrir ses services dans le secteur de l'agriculture. La circulation est rétablie sur la voie inter-État Cotonou-Niamey, bloquée après l'effondrement d'un pont dans la commune de Malanville. L'entreprise Sogeas Atome, instruite par le ministre des Infrastructures, est intervenue de façon prompte. On écoute Hervé Réromain qui est descendu sur les lieux. Comme vous avez vu, nous avons rétabli la circulation. Il s'agit d'ouvrages provisoires. Et nous allons faire des protections, mais ce qu'il convient de retenir de façon fondamentale, c'est que cet ouvrage fait partie d'un ensemble de 110 ouvrages qui sont prévus dans le cadre des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Berouboué-Kandi-Malanville. Sur ces 110 ouvrages, l'entreprise Sogeas Atome a déjà réalisé 46. Donc il reste 64 ouvrages à réaliser. Et c'est vrai, avec cette période de pluie, le rythme de travail sur ce genre d'ouvrages est un peu ralenti. Nous allons voir avec l'entreprise comment optimiser le planning pour essayer d'aller sur les ouvrages critiques. Mais tous les ouvrages, parce qu'il s'agit d'anciens ouvrages, des ouvrages qui datent d'une certaine époque, et tous ces ouvrages-là doivent être démolis et reconstruits. Et vous avez bien vu que nous avons commencé à partir de Berouboué là-bas, les ouvrages ont commencé. Et donc nous allons le faire jusqu'à Malanville. Les 64 ouvrages qui restent seront exécutés. Et je voudrais rassurer les Béninois, rassurer les usagers de cette route, qu'ils soient béninois ou étrangers, que ce tronçon est en chantier et que nous allons mettre un accent particulier sur les ouvrages critiques pour voir avec l'entreprise comment est-ce que nous allons traiter rapidement les ouvrages critiques pour éviter que nous ayons des situations du genre. Nous allons également mettre en place une équipe de veille, de surveillance de ces ouvrages
qui, disons, était déjà diagnostiqué, ouvrage à risque et devrait être reconstruit. Donc c'est une situation maîtrisée. Le projet Partenariat mondial pour l'éducation contre la Covid-19 dans le secteur de l'éducation se referme sur une note de satisfaction. Après 18 mois de mise en œuvre, le projet est arrivé à terme et les différents acteurs se réjouissent de l'atteinte des objectifs. Le ministre des Enseignements secondaires a présidé la cérémonie de clôture. Koudous Abdoulaye et Ramatoulawani. 5 des 6 indicateurs de développement du projet ont été atteints. Mention satisfaction totale décernée au Partenariat mondial pour l'éducation. Un projet qui veille à la continuité de l'enseignement pendant et après la pandémie du coronavirus, avec comme cible les communes défavorisées. Je suis d'autant plus heureux que le projet s'est achevé avec des résultats satisfaisants et avec une mobilisation des ressources qui avoisinent les 100% aujourd'hui. Le niveau de décaissement effectif du projet doit tourner autour de 99,1% si on tient compte du solde à reverser par l'UNICEF. En 18 mois de mise en œuvre, le PME phase 2 a comblé les attentes. Le regard de la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous est resté constant sur les résultats de ce projet. La collecte des feedbacks a été réalisée par l'enquête de terrain dans les 20 communes défavorisées en matière de demande éducative et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus nous permettent d'affirmer globalement la satisfaction des bénéficiaires. Au regard de tout ce qui précède, nous avons de réels motifs d'exprimer des sentiments de satisfaction. Nonobstant quelques insuffisances mineures relevées et contenues dans l'aide mémoire. C'est pourquoi, au nom du gouvernement, au nom de mes collègues du secteur de l'éducation et à mon nom personnel, je voudrais réitérer mes remerciements à tous les PTF du secteur de l'éducation. Le Partenariat mondial pour l'éducation phase 2 a connu du succès. Des acteurs chargés de sa mise en œuvre sont invités à maintenir le cap dans la perspective de la phase 3 en cours d'exécution. Et puis, c'est bientôt la fin du projet d'activité des services intégrés de santé au Bénin. À 12 mois de cette échéance, les responsables du dit projet se sont retrouvés avec les acteurs de la chaîne sanitaire pour faire un pré-bilan de 4 ans d'activité dans 4 départements du Bénin. Bruno Soali et Alexis Ségbémon. À tout juste 1 an de sa fin, le projet d'activité des services de santé intégrés de l'USAID fait objet de pré-bilan des résultats obtenus en 4 ans d'exécution sur 5. Après 4 années de mise en œuvre et à 1 année de la fin de ce projet, il s'avère nécessaire de faire une évaluation de la mise en œuvre de ce projet en vue d'apprécier les effets obtenus tant au niveau des services sanitaires qu'au niveau communautaire, afin de dégager un plan de pérennisation des acquis. Après 4 années de mise en œuvre en étroite collaboration avec le ministère de la Santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, les démembrements du ministère des Affaires sociales et les autorités administratives au niveau local, ainsi que la communauté elle-même, des résultats probants ont été certainement obtenus, des défis restent sans doute à relever et des leçons doivent être tirées afin d'atteindre l'ultime résultat qui est la santé pour tous avec l'engagement du citoyen. Depuis 2018 et grâce à un appui financier d'environ 13 milliards de francs CFA de l'USAID, 4 départements du Bénin, à savoir l'Ouémé, le Plateau, le Borgou et l'Atakora, ont vu la qualité de leurs soins de santé boostée. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer la qualité des soins de la santé, avoir un impact sur la mortalité, la morbidité, surtout des enfants, des mères, des adolescents, mais aussi améliorer la santé de la population. Durant ces 4 dernières années, le projet d'activité des services de santé intégrés de l'USAID s'est inscrit dans la parfaite dynamique du cadre stratégique du ministère de la Santé du Bénin pour améliorer la santé des populations. On est parti du principe que pour améliorer la santé de la population d'une manière durable, ce n'est pas possible de le faire
si on n'associe pas les autorités locales, le secteur de la santé, mais aussi la population elle-même. Comme on dit, on ne peut pas améliorer la santé de la population sans la population. Donc pour nous, c'était très important d'impliquer tous ces acteurs, mais aussi de collaborer avec les dirigeants pour assurer que les approches sont alignées avec les approches du gouvernement. Pendant 2 jours, les responsables du projet d'activité des services de santé intégrés de l'USAID et ceux du ministère de la Santé ont passé en revue les prouesses réalisées ensemble à ce jour et fait des projections sur les 12 prochains mois qu'il reste pour que le bilan à la fin du délai contractuel du dit projet soit encore plus reluisant. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.